Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est évidemment que vous vous posez la question, est-ce que Daniil Medvedev est fini pour le tennis de haut niveau? Vous avez peut-être déjà votre réponse, j'ai aussi mon avis, on va en parler. Est-ce que Daniil Medvedev, vainqueur de l'US Open 2021, a terminé, a parachevé son prime? Est-ce que Daniil Medvedev est maintenant dans le déclin? On va en parler tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de cet homme que vous voyez évidemment, Daniil Medvedev. Si vous avez cliqué sur la miniature, vous le savez, on va parler de Medvedev. Et on va faire un petit décryptage de est-ce que Medvedev est fini pour le haut niveau? Est-ce que Medvedev, c'est terminé? Est-ce que voilà, on ne reverra plus le Medvedev étincelant qu'on a eu à l'US Open 2021? Le Medvedev qui a été aussi 3 fois en finale de l'Open d'Australie. Un Medvedev qui fait 6 finales de Grand Chelem, qui remporte plusieurs Master 1000, qui remporte le Masters. Bref, un Medvedev qui a été au tout premier plan depuis maintenant 4-5 ans, depuis même 2019, donc depuis 6 ans, depuis 5 ans, de 2019 à 2024, Medvedev, à début 2024, Medvedev a été toujours étincelant. Là, plus de titres depuis Rome 2023, sur terre battue, sa pire surface, ironie du sort. Mais justement, ce qui s'est passé pour Medvedev, c'est cette nouvelle défaite, encore une fois, une nouvelle désillusion face à Bellucci, l'italien, et pas Bellucci, l'ancien Bellucci, qui était Thomas Bellucci, qui était un Brésilien, face à Bellucci, l'italien, qui a crânement joué sa chance à coup de service à la cuillère, à coup d'amorti-lobe. Bref, il a écœuré Medvedev, un Medvedev qui a été impuissant, un Medvedev qui a été décevant, on va y revenir, et ça aussi, ça s'additionne avec cette défaite terrible à l'Open d'Australie face à Lerner Tien, face à la sensation Lerner Tien, mais surtout la déception Medvedev qui avait déçu sur ce match, notamment quand il revient à 2-7 partout, qui sauve une balle de match, qui fait le plus dur, qui a des balles de break d'entrée qui servent pour le match et qui perd ce match. Voilà, l'addition de ces deux matchs, avec aussi ce premier tour face à Sam Rage où il fait 5-7 face au plus de 400e mondial, et puis ce premier tour à Rotterdam face à Wawrinka où il fait 3-7, et on sent que si Wawrinka il n'a pas 40 ans quasiment, il perd le match parce que Wawrinka, voilà, il est au-dessus de Medvedev, mais physiquement on a vu qu'il a complètement craqué parce que Wawrinka malheureusement c'est terrible, mais il peut plus tenir sur la durée d'un match. Et donc on va faire l'autopsie de Daniil Medvedev, ce joueur-là, ce joueur qui en 2021 avait écrasé Novak Djokovic, avait empêché Novak Djokovic de faire le Grand Chelem calendaire. Rappelez-vous, à ce moment-là, en 2021, Djokovic remporte l'Open d'Australie, Roland Garros, Wimbledon, il est en finale de l'US Open, il doit remporter l'US Open pour faire le Grand Chelem calendaire sur une année, une première depuis Rod Laver, et malheureusement pour lui, Medvedev va l'en empêcher. Medvedev va être le grand méchant de cette histoire et va empêcher Djokovic de prendre le 21e Grand Chelem à ce moment-là et de passer devant Nadal et Federer. Et d'ailleurs, Nadal le passera devant à l'Open d'Australie en battant Medvedev. La première chose qui m'alerte sur Daniil Medvedev, la première chose qui est très inquiétante, c'est ça, c'est ce taux de points remportés derrière la deuxième balle, seulement 43% face à Bellucci. On l'a vu face à Lerner Tien aussi, ça a été catastrophique, 43% aussi face à Lerner Tien, au moins c'est régulier. Et puis face à Stan Wawrinka, j'ai pris aussi son match face à Wawrinka parce que je ne l'ai pas trouvé exceptionnel face à Wawrinka, vraiment. Et je trouve que s'il gagne le match, c'est plus parce que Wawrinka baisse physiquement. Et voilà, face à Wawrinka, il est à 48% de points gagnés à la deuxième, mais ça atténue parce qu'il fait un très bon deuxième, mais dans le premier set notamment qu'il perd, il est à 38% derrière sa deuxième balle. Donc il a un taux de réussite derrière sa deuxième balle, Medvedev, qui est catastrophique. Et le Medvedev d'avant, rappelez-vous, il avait cette capacité à remporter des points gratuits et sur sa première balle et sur sa deuxième balle où il était excellent. Il avait on l'appelait un peu le Gilles Simon qui servait très bien parce qu'il avait le même style de jeu que Gilles Simon, à tout ramener, à écœurer l'adversaire, sauf qu'en plus de Gilles Simon, il avait ce service qui lui permettait d'avoir des points gratuits et de souffler sur certains matchs. Il était capable de se reposer sur son service et ensuite sur des jeux de retour être exceptionnel, voilà, bétonner sur les jeux de retour et breaker et être écœurant. Là maintenant il n'arrive plus parce que ces jeux de service maintenant c'est un calvaire. Chaque jeu est un calvaire, les jeux de retour sont un calvaire pour Medvedev et les jeux de service sont un calvaire aussi pour lui. Deuxième stat qui m'alerte, c'est celle-là, 1 sur 12 sur les balles de break face à Bellucci, 1 sur 12 pour Daniil Medvedev, et qui plus est, il a eu beaucoup de balles de break en début de troisième manche, c'est-à-dire le moment où en plus il sauve une balle de match, et il la sauve super bien cette balle de match d'un revers gagnant, vraiment il sauve vraiment un super point pour sauver la balle de match dans le tie-break du deuxième. Comme face à Lerner Tien, on se dit,
il a fait le plus dur, c'est bon, il a plié le match. Non, s'il a des balles de break d'entrée de troisième set, il les fait pas. Le jeu d'après, la balle de break, il les fait pas. Et puis au final, bah, on voit, allez, il Bellucci, alors oui, ok, il est qu'à 3 sur 8, mais il saisit les occasions qu'il faut. 3 sur 8, bah, il a été meilleur que Medvedev. 38% à 8% de réussite. Et face à Tienne, bah, bizarrement, c'est un peu la même chose. On a 42% de balles de break converties. Et j'atténue ça parce qu'il y a le 6-1 dans le quatrième set qui fait où il break beaucoup, donc il y a ce 6-1 là, mais 42%, ça aussi c'est très très faible. Et voilà, je suis très déçu de Medvedev. Et face à Stan, j'ai pas vu les stats, je vous avoue, sur les balles de break, mais il est à 6 sur 11, ce qui est beaucoup mieux, mais, voilà, il est à 2 sur 5 dans le premier set qu'il perd, je rappelle. Dans le deuxième set, il est beaucoup mieux, je pense, il a 1 sur 1, bah, voilà. Et puis dans le troisième set, il est à 3 sur 5, donc il a été quand même pas mal sur les balles de break face à Wawrinka, ce qui fait aussi qu'il s'en sort, parce que je pense aussi Wawrinka, comme je l'ai dit, a baissé physiquement, mais là voilà, Medvedev n'y arrive plus. Que penser de Medvedev? Qu'est-ce qu'on en pense d'Anil Medvedev? Est-ce qu'il va revenir un jour au plus haut niveau? Moi je me pose la question, je vous le dis, je me pose la question parce que je trouve que, en fait, on a banalisé le fait maintenant de finir à 35, 36, 37 ans, on est encore au prime, parce qu'il y a Federer qui a été exceptionnel jusqu'à ses 39 ans, et Nadal qui a été exceptionnel jusqu'à ses 37 ans, Djokovic qui est encore exceptionnel malgré ses 37 ans lui aussi, donc ça veut dire que ces joueurs-là, ils sont tellement au-dessus, qu'en fait, ils ont tellement dominé le tennis mondial depuis 20 ans, qu'on oublie le reste, qu'on oublie des joueurs qui sont arrêtés beaucoup plus tôt, même par exemple à Wawrinka aussi, qui voilà, s'arrête très très tard, qui a été très bon très tard. Medvedev, lui, c'est différent, il a été très bon jeune, là, bah, il est un peu moins bon. Est-ce que c'est fini? C'est aussi, je pense, qu'il a profité d'une transition tennistique entre la fin du Big Three, la fin de Federer. Il a quand même profité de la fin de Federer qui était plus là, Nadal qui était vraiment sur la fin, il restait quasiment que Djokovic, notamment quand il gagne en 2021. Nadal est blessé, il y a juste Djokovic sur son parcours et il le bat, ce qui est déjà très bien. Mais ça veut dire qu'il y en avait un sur les trois, là où il y avait une époque où il fallait battre les trois quasiment pour espérer gagner un grand chelem. Là, il y en avait un sur les trois. Il l'a battu très bien, mais on l'a vu à l'Open d'Australie, bah, malheureusement, il doit battre Nadal. Pour moi, c'est aussi une anomalie de l'histoire que ce match-là n'aille pas dans les mains de Medvedev, mais c'est une anomalie de l'histoire et pour moi, il doit battre Nadal. Mais voilà, il a profité de cette transition-là, et puis du fait aussi que les Alcaraz, Sinner, qui là sont au top, sont quasiment les deux meilleurs joueurs du monde, bah, ne soient pas là encore à 100% dominateurs sur le circuit. Et là aujourd'hui, maintenant, bah, on a le Big Three qui est terminé, il ne reste plus que Novak Djokovic, mais on a d'autres joueurs qui sont là, Sinner qui est plus fort que Medvedev pour moi en grand chelem, et Alcaraz qui est aussi plus fort que Medvedev, qui a déjà plus de grand chelem que Medvedev, et surtout un match-up face à Alcaraz, franchement s'il reste à 4 mètres de la ligne, il ne pourra jamais battre Alcaraz, franchement ça va être très compliqué de battre Alcaraz face à un Sinner. On l'a vu, là où il a été très bon, c'est quand il a été vers l'avant, il l'a fait un petit peu à Wimbledon, et il l'avait fait pendant 2 sets à l'Open d'Australie, où il avait été énorme, ça il est capable de le faire, mais par moment, pas tout le temps, mais justement il va falloir qu'il réussissent un peu à se réinventer. Alors ce sera jamais un Sampras ou un Federer à aller tout le temps au filet, et en plus il n'a pas une bonne main, il n'a pas une main, la Federer ou la Sampras, donc c'est impossible, mais juste au lieu d'être à 4 mètres de la ligne, se rapprocher, être à 1 mètre, 50 cm de la ligne, et être meilleur, voilà, être plus offensif, prendre plus le jeu à son compte, mais tout en restant en fond de cours, pas, je l'oblige pas à aller au filet tout le temps, à rester au filet. Et puis ce qu'on a vu aussi, je pense qu'il a lui aussi envie de progresser, et j'ai noté quand même 2 déclarations qui sont très importantes à mon avis. Pour moi, il y a cette première déclaration qui vient après sa séparation avec Gilles Simon, il reste toujours avec Gilles Servara pour le moment, mais c'est la séparation, fin de la collaboration entre Gilles Simon et Medvedev, où malheureusement il n'y aura pas eu un seul titre entre les deux hommes, pourtant 2 cerveaux, on s'était dit que ça pouvait être un mariage qui pouvait marcher. Au final, ça n'a pas vraiment marché, on n'a pas vraiment eu de grands moments. Alors il y a eu la finale de l'Open d'Australie où voilà, il mène 2-7-0, mais après il est cramé. Il y a eu aussi cette demi à Wimbledon qui est plutôt pas mal où il bat Sinner. Il y a cette finale à Indian Wells, mais c'est trop peu pour un joueur comme Daniil Medvedev. Et donc cette déclaration, je la trouve intéressante parce que il dit que voilà, honnêtement, c'est une très bonne expérience avec beaucoup de bonnes choses, mais à partir de maintenant, pour un environnement, avec Simon, cela n'a pas fonctionné exactement comme nous le souhaitions, notamment en termes de résultats. Ça veut dire qu'il a toujours une ambition de résultats, il a toujours envie d'avoir des résultats. Il n'est pas en mode à dire ouais, bon, c'était quand même pas mal, c'était bien, j'ai pas eu trop de résultats, mais c'est pas grave, on s'est bien amusé. Non, il dit notamment en termes de résultats, il met le mot résultat, donc ça veut dire que lui, il n'est pas satisfait de ses résultats, et quand on n'est pas satisfait, bah, il va retourner travailler, il va retourner bosser, il va chercher des solutions pour que ça fonctionne. Nous n'avons pas gagné de titre, de grand chelem ou quelque chose comme ça, mais j'ai appris beaucoup de nouvelles choses sur le tennis. Je suis sûr que cela m'a aidé à l'avenir. On verra si ça va l'aider à l'avenir, mais ça va peut-être l'aider à trouver un coach qui peut l'aider à se réinventer. Pour moi, il lui faut un coach qui lui fasse bosser le service. Je pense d'office à Goran Ivanisevic qui a
créé Marin Cilic, qui a fait de Marin Cilic un vainqueur de Grand Chelem, qui a fait de Novak Djokovic un excellent serveur. On a tendance à l'oublier, mais quand Djokovic prend Ivanisevic, je crois que c'est 2018 ou 2019, Djokovic devient un excellent serveur. Parce que Djokovic, son service, avant, c'était un peu moins bon, et maintenant, c'est un excellent serveur. Il est capable d'avoir plein de points gratuits derrière sa première balle, et même derrière sa seconde. Et je pense que l'impact d'Ivanisevic, on a tendance à le sous-estimer parce que c'est Djokovic et qu'on se dit, ouais, bon, Djokovic, quel que soit le coach, il n'y aura aucun impact. Mais je pense qu'Ivanisevic, sur le service, c'est vraiment à ne pas négliger. Il y a aussi une phrase qui m'a plu. Alors, un journaliste a posé la question, est-ce que vous pensez à la retraite? Ça y est, on pose déjà la question d'Aïd Medvedev. Il a dit que non, évidemment, qu'il n'y pensait pas. Mais il a dit quand même, je suis persuadé que je peux revenir en force. La question, c'est quand? Demain, le mois prochain, dans un an, ça, j'en sais rien. Et j'aime bien cette phrase-là, parce que ça veut dire qu'il va continuer à travailler et qu'il sait que ce ne sera pas forcément demain que les résultats vont revenir, vont arriver, vont revenir. Il dit, ce sera peut-être, voilà, dans un mois, peut-être dans un an, il ne sait pas. Mais il a envie de continuer à se battre. Et ça, j'aime bien cette mentalité-là. Il n'a pas dit, ouais, est-ce que je vais revenir à mon niveau? Non, je pense que voilà, Sinner, voilà, Alcaraz sont plus forts que moi. Je vais essayer de rester dans le top 10 quand même parce que voilà, je m'appelle Aïd Medvedev et je veux rester numéro 1 russe. Mais non, il n'a pas dit ça. Il a dit, voilà, je suis persuadé que je peux revenir en force et je pense qu'il a encore cette ambition-là. Après, il va falloir qu'il me la mette en œuvre et qu'à un moment, on voit des prémices d'un nouveau Medvedev parce que pour le moment, on n'a rien eu. Alors, il a la wild card pour Marseille la semaine prochaine. D'ailleurs, fils et mon fils viennent de déclarer forfait, ne participeront pas à Marseille. Malheureusement, ça fait mal côté français parce que on aurait bien aimé voir des grands Français jouer en France. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Fils qui est blessé et mon fils, j'ai pas encore vu la raison, mais j'ai vu qu'il était forfait. En tout cas, voilà. Dites-moi vous ce que vous pensez de Medvedev. Moi, j'avoue que ça m'attriste un peu parce que j'adore Medvedev et je pense que c'est un joueur dont on a besoin parce que c'est un style différent des autres, sa technique. Il a montré qu'avec sa technique, on peut être numéro 1 mondial. Et ça, c'est fou. C'est quand même un joueur qui a été numéro 1 mondial, qui a gagné un grand chelem, donc il ne faut jamais enterrer un Daniil Medvedev. Et je pense que ce n'est pas encore fini, mais que si ça commence à se prolonger, on va commencer vraiment à s'inquiéter, à se poser beaucoup de questions. Pour moi, la clé, ce sera vraiment la tournée américaine en juillet-août, quand il y aura le tournoi du Canada, quand il y aura Cincinnati, quand il y aura l'US Open, c'est souvent là, ou même s'il fait une mauvaise saison, c'est souvent là où il est très bon, parce que c'est vraiment son meilleur moment, le moment où il a été le plus fort au tout début, c'était en 2019, où il nous a fait un été 2019 de gala, et je pense que c'est vraiment à ce moment-là, s'il ne fait rien, qu'on peut commencer vraiment à s'inquiéter. Dites-moi vous, ce que vous pensez de Medvedev. Est-ce que déjà ça vous attriste qu'il ne soit plus vraiment une tête d'affiche de ce tennis, qu'il perde très tôt dans les tournois? Est-ce que vous êtes inquiet ou pas? Moi, pour le moment, comme j'ai dit, je nuance un peu. Il y a de l'inquiétude, mais en plus, il vient d'avoir un deuxième enfant. J'ai oublié de le dire aussi, il vient d'avoir un deuxième enfant, ce qui fait qu'il n'a pas une préparation optimale. Donc ça peut jouer aussi. Donc voilà, il y a quand même des choses à nuancer, mais il y a un peu d'inquiétude. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. On se retrouve très vite. Il y aura le tableau de Marseille à débriefer. Il y aura évidemment Rotterdam qui se termine. Il y aura Dallas aussi où tous les Américains tombent comme les Français à Roland Garros. On se retrouve très vite. Je vous dis salut à tous. Merci du soutien. Portez-vous bien.